Mes amis, néophytes et passionnés, bienvenue dans ce deuxième épisode des Darons, consacré toujours à Archimède, le grand taré savant de l'Antiquité, qui était à la fois un énorme inventeur et crin de la plus grande armée de l'époque, l'armée romaine. J'ai dû scinder mon scénario sur Archimède en 2 vidéos, parce qu'il y avait tellement de choses à dire sur ce type-là que ça prenait tout simplement trop de temps. Comme je vous le disais dans le premier épisode, Archimède c'était un très grand mathématicien. C'était même le héros de Gauss, de Galilée et même de Léonard de Vinci. Et à mon sens, quand tu es le personnage préféré de 3 sommités tels que ces 3-là, c'est que oui, tu mérites ta place parmi les darons de l'histoire. Alors rassurez-vous, je vais pas vous expliquer chacune des découvertes qu'il a fait en mathématiques, parce que de 1, je suis pas sûr de les comprendre moi-même, de 2, il faudrait faire 3 vidéos, voire 4 vidéos pour faire tout ça. Non, je vais vous en présenter qu'une et pas des moindres. Sa découverte de l'approximation de pi. Pi, c'est ce chiffre qui permet d'aller dans l'espace, qui permet même de savoir avec précision si tu t'es fait arnaquer sur la quantité de pizza que tu manges ou non. Et c'est une valeur qui est connue depuis très longtemps et qui fait le rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre. Mais le truc, c'est qu'il est impossible de mesurer le diamètre d'un cercle facilement. Une corde, ça se plie, ça s'étire, ça se déchire, une roue, ça se déforme. Donc voilà, on ne peut pas réellement mesurer pi à la main. Archimède, il a utilisé une approche de calcul. En gros, Archimède, il a eu l'idée de tracer un cercle de diamètre connu. À l'intérieur de ce cercle, il a mis un hexagone à 6 côtés, qu'il a fait coller le plus possible au bord de ce cercle. À l'extérieur de ce cercle, il a mis un autre hexagone, donc toujours 6 côtés, qu'il a fait coller tout autant. Ce qu'il a fait par la suite, c'est qu'il a multiplié le nombre de côtés. Il est passé de hexagone à octogone, et puis il a augmenté 6 côtés, 8 côtés, 12 côtés, 24 côtés, jusqu'à s'arrêter à un cercle de 96 côtés pour le polygone intérieur et 96 côtés pour le polygone extérieur. Avec autant d'angles, les 2 polygones serraient énormément le cercle. Et là, un polygone avec des côtés mesurables, c'est vachement plus simple. Il a mesuré le polygone intérieur, mesuré le polygone extérieur, et les a divisés par leur diamètre. Ainsi, il sait que pi se situe entre la mesure du grand polygone et la mesure du petit polygone. Pi se trouve nécessairement entre 3,1408 et 3,1429. Sa méthode est super intéressante, ça préfigure carrément du calcul intégral, méthode mathématique qui a été découverte que 2000 ans plus tard. Donc c'est giga malin. Donc voilà, après cette petite présentation des découvertes en mathématiques, je vous propose d'avancer un petit peu dans l'histoire et d'aller directement à ce qui a fait qu'Archimède était aussi craint par les Romains. Chose que je vous tease depuis le début, rassurez-vous, on y arrive. Mais avant ça, j'en suis désolé, petit contexte historique. Et oui, j'y suis forcé. Archimède n'a pas fait ses découvertes en un instant, elles s'étalent sur toute une vie. Et au moment qui nous intéresse, il a 75 ans. Le monde, son monde, a profondément changé durant ce temps-là. Depuis 6 ans déjà, la Méditerranée est plongée dans un conflit majeur, la Seconde Guerre punique. Et rappelez-vous, la première, qui s'est déroulée de 264 à 241 avant notre ère, a opposé 2 puissances colossales, Rome et Carthage. À son issue, Rome l'emporte et impose à Carthage une indemnité de guerre extrêmement humiliante, coûteuse et difficilement soutenable sur la durée. Le principal héros carthaginois de cette guerre, nommé Hamilcar Barca, lui n'a jamais réellement digéré cette cuisante défaite. Et contrairement à l'ensemble des élites carthaginoises, qui s'était résigné, lui a souhaité reconstruire l'armée, reformer des troupes pour pouvoir peut-être un jour redorer le blason de Carthage. Malheureusement pour lui, il meurt en moins 228 avant Jésus-Christ. Mais il laisse derrière lui un fils, et pas des moindres. Hannibal Barca, futur cauchemar de Rome. Hannibal, c'est tout simplement la personne qui a réussi à mettre à genoux Rome avec une armée de clodos. Il a tellement marqué l'esprit des Romains qu'il a laissé une expression qui est encore utilisée de nos jours, bien que moins qu'avant, mais que vous avez peut-être déjà entendu, qui n'est autre que Hannibal est à nos portes. Cette expression veut tout simplement dire « on est dans la merde ». En moins 228, Hannibal lance l'assaut sur Rome. Cette deuxième guerre punique prendra place, contrairement à la première, essentiellement sur la terre ferme, et notamment dans le territoire qui forme actuellement l'Italie. Hannibal, tout comme son père, mérite des vidéos des darons à part entière, et rassurez-vous, ils auront les leurs, mais plus tard. En attendant, je veux juste revenir à Syracuse. Rappelez-vous, quand Archimède était jeune, c'était Hieron II qui gérait Syracuse. Mais Hieron II finit par mourir en moins 215. Son fils, Gélon, étant déjà mort quelques années auparavant, c'est son petit-fils qui lui succède. Mauvaise nouvelle pour Rome, à ce moment-là, Hieronymus, tout comme son grand-père et une grande partie de la population, sont beaucoup plus favorables à Carthage qu'à Rome. Hieronymus rompt donc tous les accords qu'il avait avec Rome et les renouvelle avec Carthage.
Le truc, c'est que ça plaît pas beaucoup aux ambassadeurs romains de l'époque qui complotent avec des bras droits de Hieronymus, qui cherchent à l'assassiner. Ils remplacent Hieronymus par un autre gars favorable à Rome, lui aussi se fait assassiner, et au final, Syracuse finit dirigé par 2 lieutenants de Hannibal, qui sont 2 frères, nommés Épicidas et Hippocrate. C'est Hannibal lui-même qui les a envoyés lorsqu'il a pris la mort de Hiéron. Leur mission était d'aider Hieronymus et de faciliter son passage du côté carthaginois. Hannibal leur faisait confiance, tant pour leur qualité de meneur que pour leurs origines mi-carthaginoises, mi-syracusiennes. Rome évidemment considère ça comme une super grosse trahison, et décide donc d'envahir Syracuse, afin de reprendre le contrôle de cette cité ultra importante pour le contrôle de la Méditerranée de manière générale. Et quand Rome décide d'attaquer Syracuse, eh bien personne à Carthage ne peut venir les aider directement. Tout simplement parce que le gros des troupes est soit avec Hannibal en Italie, soit avec son frère Hasdrubal en Espagne. Et donc Syracuse est presque livrée à elle-même. Alors là, nécessairement, le sort de la cité repose sur les 2 frères carthaginois, mais aussi et surtout sur un vieillard, sur Archimède, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, a 75 ans. Et croyez-moi, il a vraiment pas fait les choses à moitié. Le truc, c'est que Rome n'était pas là pour négocier et voulait pas faire les choses à moitié non plus. Ils ont pas envoyé n'importe qui, ils ont envoyé Marcellus. Marcellus, c'est un vétéran, un stratège redoutable, mais c'est surtout l'un des 3 seuls Romains de toute l'histoire romaine à avoir reçu l'honneur des dépouilles opimes. Les dépouilles opimes, c'est tout simplement un honneur qu'on obtient après avoir abattu en duel un chef ennemi. En l'occurrence, Marcellus l'a obtenu en moins 223 après avoir abattu en duel, en combat singulier donc, un chef gaulois. Le gars aimait la confrontation, et surtout, il savait y faire. Mais plus que ça, Marcellus est surtout l'un des seuls généraux romains à avoir été capable de tenir tête à Hannibal, voire même à lui infliger quelques défaites. Donc voilà, autant dire que Syracuse fait là face à un très gros problème. Rome décide d'attaquer par 2 fronts, l'un par la terre, l'autre par la mer. Et sur la terre, c'est le général carthaginois Hamilco, seul à s'être rendu disponible, qui mène la défense. Le souci, c'est qu'avec ses 25 000 hommes, il est en grande infériorité numérique. Du coup, il ne peut pas faire de bataille rangée. Il est obligé d'harceler les troupes romaines et de partir se cacher dans la forteresse d'Argitante, qui est à une trentaine de kilomètres de là. Les Romains n'avancent pas très vite sur la terre ferme. Marcellus, lui, décide de faire les choses plus rapidement, et donc va attaquer par la mer. Pourquoi attaquer par la mer ? Tout simplement parce qu'il n'y a personne pour les défendre à part les murailles. Oui, la flotte carthaginoise était occupée ailleurs, Rome était en surnombre total, et surtout, Marcellus avait le contrôle d'une arme nouvelle, la sambuque. Mais une sambuque, qu'est-ce que c'est ? Pendant longtemps, on a cru qu'une sambuque, c'était une immense tour de siège montée sur 2 navires qui étaient attachés l'un à l'autre. Mais bon, vous vous imaginez bien, avec les vagues, une immense tour comme ça, elle aurait jamais atteint tout simplement les rivages de Syracuse, le truc aurait coulé avant. Polybe, historien grec né une quinzaine d'années après les faits, décrit la sambuque comme une arme composée de 2 quinquérèmes romaines collées côte à côte, sur lesquelles était installée une immense échelle articulée et blindée. Le but était clair, permettre à des soldats de passer directement de la mer au sommet des remparts pour s'y installer et prendre le contrôle de la ville depuis l'intérieur. Même si Polybe est connu pour la rigueur de ses travaux, cette configuration me paraît personnellement peu crédible, pour plusieurs raisons techniques que je vais vous épargner ici. Il est donc plus probable qu'il s'agisse d'un seul navire équipé du même dispositif, et c'est cette version que je vais utiliser dans la suite de la vidéo. Faut imaginer ça un peu comme une passerelle d'aéroport, mais flottante et avec une centaine de soldats prêts à vous sauter dessus. Et évidemment, Archimède avait pensé à tout. Il avait préparé les défenses avec une précision de gros malade. Alors contrairement à ce que vous avez peut-être entendu, non, Archimède n'a jamais utilisé d'immenses miroirs réfléchissant les rayons du soleil pour cramer les navires adverses. En réalité, c'était tout simplement infaisable. Pourquoi ? Parce que ces immenses miroirs, bien que potentiellement fonctionnels, auraient nécessité de 1, une précision de gros malade pour les concevoir, de 2, un temps parfait, de 3, que les bateaux ne bougent pas, et de 4, que ces bateaux soient secs comme du bois d'allumette. Autant vous dire que c'était absolument impossible. En réalité, tout ça a été inventé par des auteurs tardifs qui ont essayé d'amplifier l'aura du mec, comme s'il avait vraiment besoin de ça, Archimède. Lui, il va plutôt miser sur du concret, sur des catapultes immenses appelées des onagres, capables d'envoyer d'énormes rochers super loin et de se recharger rapidement. Résultat des courses, l'armée romaine se prend une colossale pluie de cailloux sur la gueule et finit par un petit peu tirer la tronche. Pour les navires qui auraient réussi à passer, Archimède avait aussi prévu le coup. Le souci avec les onagres, c'est que c'est pas super précis, et donc pas mal de bateaux arrivent à passer la pluie de pierre. Mais Archimède les attend derrière cette pluie de pierre avec quelque chose de beaucoup plus précis, d'énormes balistes. Faut imaginer une sorte d'arbalète capable de te percer la coque des bateaux comme si c'était que du carton. Et bien évidemment, même avec tout ça, les bateaux de l'armée romaine parviennent quand même à atteindre le bas des murailles. Le truc c'est que Archimède avait encore prévu le coup.
Il avait tout simplement installé des meurtrières. Vous voyez ces espèces de fentes qu'il y a dans les murs d'enceinte qu'on peut voir dans les châteaux forts actuellement, permettant aux archers de tirer à l'arc sur ce qu'il y avait à l'extérieur. Donc voilà, après une pluie de rochers et des flèches qui traversaient leur bateau, les Romains commencent à se prendre une séance d'acupuncture assez douloureuse. Alors attention, il faut savoir que c'est pas Archimède lui-même qui a créé les meurtrières, enfin ça n'a pas été le premier à le faire, parce que les premières traces de meurtrières remontent à 1600 ans avant Archimède, en pleine Nubie. C'est à la frontière entre le Soudan et l'Égypte globalement. Mais le truc c'est que rien ne prouve que Archimède en avait déjà entendu parler, donc ça se trouve il a juste réinventé la chose. L'armée romaine s'en prend donc plein la figure, mais c'est pas fini. Archimède a gardé son atout le plus terrifiant encore dans sa manche. Cette invention qui allait devenir la hantise des soldats romains, je vais vous la présenter dans une petite histoire. Fermez les yeux. Imaginez, vous êtes un soldat romain fraîchement recruté sous les ordres du grand Marcellus. Fier de représenter la République, vous montez à bord d'une de ces sambucs. Ces nouvelles machines de guerre censées vous permettre d'anéantir Syracuse. Autour de vous se trouve une flotte immense, une centaine de navires, des milliers d'hommes, tous prêts à en découdre. Au loin, la silhouette de la cité se dessine. Les rumeurs étaient vraies. La flotte carthaginoise est absente. Pas arrivée à temps, ou peut-être déjà en déroute, peu importe. Rien ne peut plus vous arrêter. Mais d'un coup, le silence s'abat. Tout le monde se tait. Un frisson parcourt l'équipage. Certains lèvent les yeux. Et intrigués, vous faites de même. Et c'est là que vous voyez des petits points noirs qui apparaissent petit à petit dans le ciel, au-dessus des remparts. Des ombres qui grossissent. Et soudain, un impact. Un navire à votre gauche semble comme exploser, projetant des hommes à la mer comme des feuilles balayées par le vent. Puis un autre et encore un autre. Une pluie de projectiles s'abat sur la flotte. Des dizaines de navires sont pulvérisés en quelques minutes à peine. Mais miracle, votre bateau passe à travers. Mais pas le temps de souffler. À droite, des cris. Vous retournez juste à temps pour voir un autre navire transpercé par des flèches géantes. Les balistes frappent moins souvent, mais elles ne ratent jamais. La colère monte. Il faut passer ces maudits murs, venger vos frères tombés. Mais à mesure que vous vous approchez, les projectiles changent. Une pluie de flèches s'abat désormais sur vous. Pas quelques traits perdus, non. Une véritable tempête. Impossible d'avancer, impossible de manœuvrer. Vous vous recroquevillez alors sous votre bouclier. Le bruit des impacts martèle vos oreilles. Les archers sur les remparts vous clouent sur place. Puis, plus rien. Les flèches cessent. Pourquoi ? Pas le temps de se poser la question. Les ordres tombent immédiatement. Déployez la sambuc ! La rampe se met en place. Vous êtes parmi les premiers à grimper. Et c'est là que vous le voyez. Un vieil homme, sur les remparts. Un regard froid, concentré, il donne un ordre. Mais lequel ? Un frisson vous parcourt l'échine. Vous vous rappelez d'une chose. Avant la bataille, Marcellus avait mentionné un homme, un grec, un génie. Faites attention à lui. Ce vieillard est plus dangereux que 1000 soldats. Jusqu'ici, ce n'était que des mots. Mais maintenant, il est là, devant vous. Puis, quelque chose cloche. La rampe monte vers les remparts, mais elle va plus haut que prévu. Putain de merde, c'est le bateau qui s'élève au-dessus de l'eau. Vous n'avez même pas le temps de comprendre ce qui arrive, que vous êtes déjà en train de nager parmi les survivants de l'équipage. Vous réussissez à vous agripper à un navire voisin, et là vous le voyez. Un bras mécanique géant dépasse des murailles. Au bout se trouve un immense grappin. Il plonge sous un autre navire, l'agrippe, puis le soulève. Lentement, l'avant du navire se dresse presque à la verticale. Puis il lâche. L'impact est terrible. Le bois éclate. Le poids du navire l'écrase contre lui-même. Il coule. Lentement. Vous vouliez prendre Syracuse, mais la seule chose que vous prenez aujourd'hui, c'est la mesure du génie qui défend cette cité. Ce que vous venez de voir, c'est une arme redoutable nommée la griffe d'Archimède. Celle-ci fonctionnait comme une grue au bout de laquelle se trouvait un grappin qui permettait d'accrocher les bateaux. Une fois les bateaux agrippés, un contrepoids permettait de les soulever et de les fracasser contre le rivage. Face à ceci, Marcellus n'eut pas d'autre choix que d'ordonner la retraite. Il décida donc de transformer l'attaque de Syracuse en un siège permanent. Plus personne n'entre et plus personne ne sort. Un peu plus tard, les Romains tenteront à nouveau de passer par la terre ferme, mais les murailles tiennent bon. Par contre, les troupes carthaginoises de l'extérieur, bien qu'enchaînant les succès, surtout depuis que Hippocrate a rejoint Himilco, sont décimées par la peste avec leurs deux chefs. Du coup, plus personne ne peut aider Épicides à défendre Syracuse. La flotte carthaginoise peut à peine parvenir de temps en temps à amener un bateau avec des vivres et des choses comme ça, mais rien de plus. Le siège tient bon, les Romains n'attendent plus qu'une chose, que Syracuse craque. En moins 212 avant Jésus-Christ, les Romains apprennent que la cité s'apprête à donner une fête en l'honneur de la déesse Artémis. Ils apprennent également qu'Épicides avait discrètement quitté la cité dans l'espoir d'obtenir des renforts carthaginois, laissant Syracuse temporairement privée de commandement central. Syracuse se retrouve donc sans chef et surtout distraite. C'est littéralement l'occasion rêvée. Ils profitent de la nuit et de la pénombre pour attaquer par les endroits les plus fragiles de la forteresse. Peut-être était-il aidé grâce à quelques traîtres, ça on ne saura jamais. Toujours est-il qu'ils parviennent à infiltrer Syracuse et à en prendre totalement le contrôle.
Marcellus, heureux mais respectueux de ses adversaires, demande une seule chose, d'épargner Archimède. Il sait qu'amener un tel génie au service de Rome vaudrait 1000 victoires. Mais la légende veut qu'un soldat, ignorant ou désobéissant, le retrouve plongé dans ses travaux, et l'abatte malgré tout. Ses derniers mots auraient été « Ne touchez pas à mes dessins ». Archimède meurt ainsi à 75 ans, dans la ville qu'il aura vu naître. Mais sa mort n'éteint pas sa légende, bien au contraire. Plus de 2000 ans après son passage sur Terre, un mathématicien du nom de Alfred North Whitehead dira « En l'an 1500, l'Europe en savait moins qu'Archimède en 212 avant Jésus-Christ ». Archimède, pour moi, c'est pas loin d'être le savant ultime. Mathématicien, ingénieur, inventeur de guerre, il a tout su allier, théorie et pratique. C'est pour ça que pour moi, il méritait vraiment bien sa place dans ce premier épisode des Darons. Bon, épisode en 2 parties certes, mais je me devais de commencer par un esprit tel que lui. J'espère que cette vidéo en 2 parties sur Archimède vous aura plu. Donc je vous dis à une prochaine pour retrouver un autre daron de l'histoire, ou plutôt une autre daronne de l'histoire. Je vous en dirai plus plus tard. Et après ça, il y aura d'autres darons, d'autres styles. Allez, sur ce, ciao mes braves.